Bon alors Farid, on a réussi à sortir de ces bouchons. Ouais, j'ai pas vu les images, mais j'ai un bon souvenir de la discussion que nous avions eue. Et je crois que tu voulais revenir sur un certain nombre de, de thèmes qu'on a abordés. Mais moi, je me souviens pas parce que c'était à bâton rompu. On a vachement tchatché. Non, moi ce que je voulais revenir sur un truc, c'était on parlait de la production Mhm. par rapport au projet que tu voulais produire. Et je me disais, il y a un problème avec les financements en France, parce que tu n'arrives pas à financer ton projet, alors que bah, tu as tout un dossier qui est monté en fait, avec la Cimorgue. Alors non, la Simorgue, non. Mais en fait, je sais pas si tu te rappelles, on s'était revu autour d'un projet qui s'appelait Le Grand Pan. Oui, En ouais, fait, et on avait prévu de le co-réaliser. On en a même pas parlé la dernière fois, mais je sais pas si tu te rappelles, tu étais parti à Marseille avec mon producteur. ouais, Tu te rappelles ouais, de ouais. ce projet? Donc c'était déjà ça, c'était un projet qui était, comment dire, pratiquement écrit, mais je sortais d'un scénario où j'avais bossé un film qui s'appelait La Monnaie Vivante, où j'avais bossé 1 an et demi d'écriture, tu vois, sans obtenir de financement, mais plus ou moins financé par Agnès B. La deuxième fois, j'ai dit au producteur, je retombe pas comme ça sur 2 ans d'écriture. Ton rôle de producteur, c'est de trouver des financements aussi pour l'écriture. Donc en fait, Ouais, j'ai dû ouais. me bagarrer. Je dis, ben non, je vais pas bosser deux scénarios, t'as pas trouvé les financements sur le premier, je vais pas mettre encore 3 ans de ma life dans l'écriture d'un scénario pour un second. Donc j'ai Ouais. dit, moi, ouais, il y a des gens qui arrivent à financer sur un synopsis un film, tu vois, et donc je dis, voilà, moi j'apporte aussi des compétences. Je te présente Mohamed Elachi. Et il a les compétences de cascade, de chorégraphie de combat. Et pour le type de film tel que la Simorgue, je suis prêt à co-réaliser avec Mohamed. Parce que Mhm. comme ça aussi par rapport à ton background et ton expérience américaine, c'était Ouais. une manière aussi de rassurer les producteurs. Voilà. Et il y avait un scénario, une idée, un développement, un début de développement d'écriture, les compétences de Mohamed Elachi, et ben, elle va trouver les finances pour les gars, tu vois. Et donc j'ai dit stop, je sais pas, tu vois, des fois c'est Mais pas. en fait, t'as arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les financements. Ben oui, c'est sûr quand même. J'apporte aussi en coécriture un pote policier qui a toutes les compétences et les connaissances dans le domaine de la défense, Marc Leboutin, ancien militaire, policier. Enfin, tu vois, j'ai Non, non, mais un après, réseau, tu vois. non, mais moi j'ai vu le dossier. En fait, le dossier est ultra complet. C'est pas le problème. Hmm. Le problème, c'est que bon, toi, t'as fait ton travail. Maintenant, eux, est-ce qu'ils ont pas fait leur travail ou est-ce que ça commence à devenir de plus en plus compliqué de produire, justement, d'aller chercher les finances? Est-ce que pour être plus direct, est-ce que tu penses que ton projet à ce moment-là était dans l'air du temps? Bah écoute, il était un peu en avance parce qu'en fait les OVNI, la thématique c'était OVNI et services de renseignement et Ouais. sécurité nationale. Donc on était en 2011, donc 8 ans avant que le New York Times publie son article sur les OVNI et la sécurité nationale américaine. Donc j'étais trop en avance. Ouais. Mais si le film avait été produit, je pense qu'il aurait trouvé son public par rapport aux thématiques OVNI, tu vois. Donc, est-ce que c'est un peu la discussion que nous avions eue? Il ne faut pas être trop en avance, il ne faut pas être en retard. Tu sais, il y a un timing Ouais, pour ouais, les c'est ça. sujets. Et là, j'étais peut-être un peu trop en avance, quoi. Et aussi, puisque je pense que François Xavier, qui était devenu un ami producteur, il détestait la science-fiction. Donc j'ai dit, mon gars, pourquoi tu produis un film de science-fiction Bah ouais, ils si, sont. si tu détestes la science-fiction? Et en fait, au bout d'un moment, il me dit, les ovnis, j'en ai rien à foutre. Les extraterrestres, j'en ai rien à foutre. Le mec, il me dit, c'est un film sur les ovnis. Je dis, pourquoi tu produis un film sur Mais les c'est ovnis? ça le Et il problème. déteste le genre de SF. Donc au bout d'un moment, tu ne peux pas bosser, tu Mais vois. c'est ça le problème. En Hmm. fait, j'ai l'impression que les producteurs et peut-être même les distributeurs sont complètement déconnectés de la réalité par rapport au film, tu vois. Oui. Ça veut dire qu'ils vont te prendre un producteur pas marrant qui va te produire des comédies. Ils vont te prendre un mec qui n'y connaît absolument rien à l'action, il va faire des films d'action. Ouais, et puis je crois pas que c'est de recherche d'innovation en disant on va faire un truc jamais vu. Ils te disent non, on va faire exactement ce qui a déjà été fait. Tu vois, donc soit si tu Hmm. arrives avec des trucs, des idées d'innovation en termes de sujet ou de mise en scène et tout, tu essayes tu vois, d'être un peu novateur, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout ça qu'on attend de toi. On attend que tu aies déjà fait des choses et que tu copies ce qui a marché l'année précédente. Donc ça, c'est pas du tout ma cam. Je Mais suis ni un toi, mec connu et je suis ouais, pas prêt à copier ce qui s'est passé. Parce que mais je du sais même coup, pas faire ce qu'il me demande de faire, ce qu'il me demanderait de faire, tu vois. tu penses que si là tu relançais le projet, est-ce que tu penses que ça marcherait là ou est-ce qu'on est encore dans... Ah bah ouais, je pense que ça marcherait. En fait, j'ai continué à le développer, donc ça s'est transformé en Simorgue. Donc j'ai 2 films en fait avec un personnage commun que j'appelle la Simorgue, qui est lié
on va dire, aux ovnis. Voilà, je ne vais pas non plus trop défricher le truc. Ouais. Mais en fait, là, je pense que j'ai 2 films solides où je me dépare pas de ma thématique ovni, parce que je pense que dans le réel, tu as des milliers d'histoires qui sont complètement bizarres, tordues, fantastiques, Ouais. qui peuvent donner lieu à des films de SF ou de fantastique vraiment sublimes, quoi. Et que au lieu de faire je vais dire gros, mais ces films un peu de merde sur les extraterrestres américains, où c'est toujours la même thématique, une invasion, je sais pas quoi. J'ai dit, pourquoi les extraterrestres, on te les montre, ils ont des tentacules, et moi je n'ai pas envie de montrer des extraterrestres, j'ai envie de Ouais. montrer quelqu'un qui est confronté à une situation étrange qu'il n'arrive pas à s'expliquer, où il bascule dans une autre dimension et la vie d'un personnage va être transformée à jamais parce qu'il a fait une rencontre inexplicable. Sans Ouais. dire que c'est extraterrestre ou je ne sais quoi, ou autre dimension, on n'en sait rien. J'ai pas envie de donner d'explications, mais en fait, je vais raconter Mais l'histoire, les gens bouleversés. il y avait un truc comme ça là, ça s'appelait Aux frontières du réel. Tu te rappelles de ce Ouais, une truc-là? série. Est-ce que ça t'a inspiré ou? Bah, pas cette série-là, mais bon, par exemple un film comme Rencontre du troisième type de Spielberg, sorti en 77-78. Moi, quand j'étais gamin, ça m'a profondément marqué, parce que c'était un film sérieux sur les ovnis, à part le final qui, quand tu le revisionnes, qui est un peu trop too much, quoi. Et aussi, quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans ou 7-8 ans, E.T., tu vois, c'est quand même des thématiques qui m'ont bouleversé, tu vois, et on peut faire, voilà, il y a plein de choses à dire sans être dans le spectaculaire américain. Mais c'est ça, c'est est-ce que toi tu veux faire du divertissement ou est-ce que c'est intrigue ou c'est quoi en Et fait ben, c'était le débat que j'avais eu avec mon producteur. Je lui ai dit, moi, je vais faire du cinéma populaire. Mais en fait, c'est quoi cette différence entre cinéma populaire, cinéma de genre ou je sais pas quoi? On n'est pas obligé comme à chaque fois les Français de tout catégoriser. J'ai pas les moyens de faire un film d'action à l'américaine et c'est pas ma volonté. Mais comment dire, un film de genre, voilà, j'aime les films de genre, j'aime Ouais. le policier, le fantastique, la science-fiction, mais on n'est pas obligé d'écrire des débilités qui ressemblent à ce qui se fait depuis 20 ans. Tu vois. Donc je considère que j'ai un style que j'ai en tête et que je dois Ouais. trouver les opportunités, le bon producteur pour le réaliser, ou les bonnes collaborations. Mais en tout cas, je ne peux pas faire ce que je ne sais pas faire. Il y a des réalisateurs qui ont fait de la pub, qui ont une technicité et tout ça, et ils sont faits pour ce que le cinéma attend, tu vois, d'un point de vue technique. Et moi, je ne peux faire mes preuves que dans mon originalité. Ouais. Et donc, je suis condamné à réussir à faire ces films-là, tu vois, parce qu'autrement, Ouais, bien sûr. je les ferai pas, je ferai pas de cinéma, tu vois. Mais en fait, toi, j'ai remarqué, depuis que je te connais, t'écris. Mais tu vois, ce processus d'écriture-là te prend vachement de temps. En fait, comment ça fonctionne chez toi en fait? Parce que je Ah sais oui. qu'il y a des gens qui peuvent écrire en 5 mois, 6 mois, Oui, parce un qu'en an. en fait, j'écris pas. C'est qu'en fait, j'écriis pas, En fait, tu fais des recherches. je documente Ouais, beaucoup, ouais. tu vois, et donc au bout d'un moment, mon esprit, il fait, mais comment je vais faire pour synthétiser tout ça? Alors, Ouais. il faut savoir arrêter le process d'enquête et de recherche, et après faire comme tu fais toi, c'est-à-dire se lancer dans 10 jours d'écriture, et avoir son premier script et cette première version, et après, à l'intérieur de ça, bah, tu as des différentes versions. Moi, je me laisse un peu trop paralyser parce qu'en fait, je documente comme un journaliste. Donc, en fait, mes recherches, elles finissent pas en scénario, elles finissent en article. Tu vois, comme je t'ai Ouais, ouais. donné, comme pour la revue Orps, je suis très pointu sur mes recherches d'enquête journalistique. Mais après, voilà, le cinéma, c'est pas une enquête journalistique. Mais Mais, en même temps, après, quand je reprends le projet 2 ans plus tard, tout ça, ça s'est digéré. Et donc, j'arrive à tirer l'essence de ce que je cherchais ouais, dans l'enquête. Et là, mais ça devient intéressant. Mais il faut que ouais, j'abandonne les projets au bout d'un moment pour les digérer. J'en travaille ouais. sur un autre pour les reprendre. Et c'est surtout, je suis un peu isolé du fait de cette manière de faire et tu vois, donc, Ouais, du ouais, coup, je vois, je vois. je rencontre pas des personnes qui me motivent. Tu vois, là, j'ai habité à Limoges quelques années. J'ai pas rencontré une seule personne pour discuter cinéma et tout, quoi. Ouais, Toi, ouais, je vois. là où on se revoit, tu vois, parce qu'on Ouais, a non, toujours mais je vois. discuté par téléphone et on a la volonté d'indépendance aussi. Il Ouais. faut dire ce qui est. Bah moi c'était le problème que j'avais eu, c'était qu'à un moment donné, à force de réfléchir, je me disais putain, tous les gens que je connais qui réfléchissent trop, ils font pas grand-chose, tu vois. Et le temps de faire en fait, Ah, merci. ils Non, dépensent. mais t'as raison de Non ça. mais Non, mais en je suis fait tu d'accord. dépenses tellement Hmm. d'énergie à réfléchir que quand tu fais, tu te ruines et puis après il te faut encore un autre temps de. Donc moi j'aime bien réfléchir vite, faire vite, apprendre des erreurs très vite et refaire et tu vois faire et Hmm. refaire jusqu'à ce que. Après, c'est une autre technique, hein. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, qui font en un coup, ça marche, et puis après, ils continuent. Mais en fait, par rapport, toi, à tes recherches sur les ovnis, est-ce que tu fais des recherches concrètes? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est sur du réel ou est-ce que c'est sur du. Comment dire? Est-ce que c'est sur de la fantaisie?
tu vois. Ah non, c'est sur le réel. Ce qui s'est voilà, vraiment passé. j'enquête sur les phénomènes très curieux, les plus bizarres de cas d'observation d'OVNI. Mais Mais par exemple, le cas le plus étrange que tu as observé, c'était lequel? oh là là, alors, je suis pas un enquêteur de terrain. Hein. Non, non, je sais bien, mais je veux dire ce que. J'ai pas enquêté sur les terrains, mais c'est euh, comment dire. En fait, moi, je vais te dire, le truc qui a fait que je t'ai recontacté direct, c'est que j'étais au Maroc et je vais chez un pote dans la montagne, tu vois. Et il me dit, ouais, là, des fois, ils font des exercices militaires et tout. Et bref, il me parle comme ça et tout. Et là, d'un coup, il me dit, tu sais que j'ai déjà vu un ovni? Et le mec, au début, ça me frappe un peu, je viens de le connaître et tout. Donc, je vais, c'est quoi, je vais faire connaissance avec lui, je vais voir dans quel mood il est, tu vois. Et en fait, le mec, il est ultra normal, c'est un businessman et tout. Il me dit, je te jure, j'ai vu des ovnis. Et il ramène un pote, son pote, pareil, ouais, j'ai vu. Et là, je me dis, putain, je vais tourner un truc où il y a un ovni, je vais tourner une petite connerie, tu vois, ça peut être rigolo, tu vois. En même temps, je faisais mes tests, tu vois. Et je tourne ce truc-là, et puis après, quand je le regarde, j'essaie de le développer, et je dis, putain, pour ça, faut que j'appelle Farid. C'est Et pour c'est ça. pour ça que je t'ai appelé, tu Mais toi, t'as vu des ovnis au Canada aussi. Tu m'as appelé un jour, tu m'as dit, mais j'ai vu vois. un Putain, truc mais de ouf. moi, J'étais au mec. commissariat, tu Non, m'as mais dit. moi, laisse Ah, c'est tomber. moi, j'ai jamais Non, vu mais moi, ils d'ovnis. m'ont pris pour un fou. Toi, tu en as Et vu. franchement, et tu vois, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que je suis là, je suis posé, mec. Tu connais ce truc, Pierre. Je suis posé dans le balcon. Je suis là, et j'ai en train de fumer un gros pétard, tu vois. Eh, je vois une lumière qui fait. Et là, je fais, putain. Je fais, c'est quoi ce délire? Étoile filante, impossible. Je fais, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Mais un truc de fou, genre qui est parti dans le ciel comme ça. Et là, je pète un câble le lendemain, je vais voir les flics. Mec, je vais voir des flics. Je commence à leur dire, ouais, ovni. Je le mets même sur mon Facebook et tout, comme un malade, tu vois. Genre en mode Salem, tu vois. Eh, Ah, toi, t'as vu ça. je te jure, mec, je vois ça. Et en fait, c'est ça le truc le plus bizarre, c'est que quand j'en parle aux gens, les gens me prenaient pour un fou et j'ai regretté de l'avoir dit. Bah oui, ça c'est le cas de tous les gens qui ont vu des ovnis. Voilà, c'est ça le C'est ça. problème. Bah C'est, je oui. me dis, est-ce qu'il n'y a pas plein de cas où les gens n'ont pas envie de le Si, dire? si, il y a plein de gens qui ne déclarent pas. Qui déclarent. Alors que pourtant, la France, c'est un des rares pays où la gendarmerie a une obligation de prendre les témoignages. Hein. Ils ont un formulaire spécial, OVNI et tout ça. Et, voilà, bon, voilà, il y a tous les cas de pilotes tu vois, qui se sont fait poursuivre par des ovnis, y compris dans le ciel français, qui a une lumière qui les prend en chasse, tu vois, qui se met dans leur aile et qui s'amuse avec eux. Quoi. Donc, le pilote de chasse, ils disent, bon, bah, voilà, je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, nous, on porte l'arme nucléaire, on s'est fait poursuivre par les ovnis, tu vois, Ouais. donc, et on est deux copilotes, tu vois, donc quatre personnes qui voient, plus tu vois, des fois des traces radar, donc ça dure, mais bon, après, parce que, voilà, moi, ce qui me passionne, c'est qu'à la fin, je crois que c'est en 1896, il y a eu cette première vague au-dessus des États-Unis où les gens Ouais. voyaient, et il y a eu le même débat, non mais c'est des conneries, tata, tata. Ouais. Mais tout le ciel américain, en partant de la Californie, après c'est commence à rentrer dans l'intérieur des terres, où ils voyaient des espèces d'aéronefs, alors que le premier dirigeable, les premiers avions n'avaient pas décollé, enfin, c'était bien avant que l'aviation, avec des projecteurs qui éclairaient le sol, et les témoignages, ce sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, tu vois. Non, mais attends, ça veut dire que là, tu me dis qu'il y a vraiment des trucs. Nous, si tu prends par exemple bon, les gouvernements, les États, tu vois, eux, ils peuvent quand même détecter ces conneries-là avec tout leur radar et tout. Bah, le problème, c'est que des fois, non, des fois, des pilotes de chasse observent quelque chose dans le ciel et il n'y a pas de traces radar. Des fois, il y a des traces radar. Comme si c'était un phénomène qui s'amusait. On dirait, ah, ça apparaît Ouais, par mais intermittence. il y a quand même des caméras et tout, des satellites. Écoute, moi, pas plus tard Bon, que l'an dernier, j'ai une copine qui me dit, j'allais sur son balcon à Colombes, tu vois, et elle m'envoie, regarde, voilà, elle me dit ça, il faut que je le prenne pour Farid, tu vois. Et en fait, tu vois dans le ciel, tu vois, au-dessus de la ville, une boule, une sphère ouais, ouais. brillante, tu vois, qui traverse, alors que au-dessus, il y a des couloirs aériens dans une ville fortement peuplée. Voilà, et j'ai envoyé au GEPAN, hein, des enquêteurs du GEPAN, l'organisme chargé d'enquête. Et en fait, c'est à peu près la même chose que l'armée américaine a filmé en Irak et tout. Donc il y a des choses qui traversent le ciel. Voilà, on voit que c'est pas un ballon, parce que c'est pas secoué par le vent. Et cette même personne, je te raconte une anecdote, après on va en finir sur les ovnis, parce Ouais. c'est un interview sur les ovnis, mais Non, non, mais c'est ça. parce que moi je trouve que c'est Ouais. génial pour le cinéma, tu vois, que c'est une Ouais. matière pour le cinéma. Euh, un jour, je viens chez cette personne, cette amie, et elle me dit, pourquoi tu es là, Farid, ce soir? Pourquoi tu viens dormir et tout? Puis elle sentait un truc. Et en fait, je lui dis, tu vois, voilà, je cherche. Et en fait, j'étais en train de lire un livre.
sur les ovnis et bah, c'était un cas qui m'a interpellé. C'est des gendarmes qui, près de Lyon, dans une ville que je ne vais pas nommer pour pas griller ma copine, mais son père était garagiste, tu vois, et en fait, enfin, en fait, des gendarmes voient une espèce de TGV au-dessus d'un garage, tu vois, dans une ville, tu vois. Ouais. Et donc, je dis, bah, je suis en train de lire un livre et il me pose comme toi une question, mais qu'est-ce qui t'interpelle? Et j'ouvre la page n'importe où dans le livre et je tombe sur ce cas-là. Et elle me regarde et elle va dans sa chambre, elle se met à pleurer, elle va dans sa chambre. Et en fait, c'était une observation de vie dans sa ville, où dans son enfance. Et c'était le garage de son père. Oh putain. Au hasard, et donc là, tu vois, je dis, voilà, bah, ça pour moi, les manifestations OVNI, c'est ça, c'est cette synchronicité. Pourquoi j'ai ouvert cette page-là, de ce livre-là, à ce moment-là, et elle a senti qu'il y avait un truc. Et en fait, elle avait été déjà dans son enfance atteinte par des observations de Mais, précédentes. mais t'as pas l'impression que. Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a C'est un film, hein, Tu vois, c'est un psychose de malade. Mm. Mais est-ce que ces ovnis-là ils jouent pas un peu avec notre tête aussi, tu vois? Bah, moi, je pense que c'est, en tout cas, le phénomène, je ne sais pas ce que c'est, si ça fait partie du mental humain, c'est effectivement quelque chose qui a l'air de jouer avec pour repousser les capacités, Tu vois, pour que exactement. notre esprit se dilate un peu et s'habitue à la présence d'une autre réalité qu'on n'a pas encore intégrée qui est sûrement aussi, qui se développe avec l'intelligence humaine, qui a besoin d'apparition, de disparition comme ça pour être intrigué, ne pas avoir une explication rationnelle à tout, C'est de la folie. parce que l'univers, on en sait pratiquement rien, peut-être encore, tu vois. Et donc, que ce soit une autre forme d'intelligence ou extérieure ou de l'humain, c'est possible. Mais il y a jamais de réponse, et il y aura, je pense, jamais de réponse définitive à cette question. Mais toi, c'est ça que tu essaies de mettre comme psychose dans ton film, du coup. Ouais, c'est ça que je voudrais transmettre, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas une réponse. Et je veux pas faire un film sur les extraterrestres. Moi, Ouais, ce qui ouais, je vois. m'intéresse, c'est ce qui est non identifié et non explicable. Putain, Et mais qui c'est de la est, folie. tu vois, c'est pas faire des films sur les extraterrestres. Ouais, Parce que je ne sais pas si c'est extraterrestre, puis c'est pas l'intérêt d'avoir une réponse à une question posée, c'est de mettre en scène le conflit intérieur et les obstacles que rencontre un personnage euh, que je soumets à une interrogation qui va devenir existentielle et qui va transformer sa vie à jamais. Rien que ouais. ça, pour moi, c'est un sujet de film. C'est pas une invasion extraterrestre. Ouais, non, mais c'est sympa, hein, c'est intéressant. Et comme je ne peux pas abandonner mes projets, eh ben non. Parce qu'après, ben évidemment, après moi, j'avais fait Sabat, donc un film, un documentaire, un faux documentaire sur la banlieue, comme on dit. Tu vois. Mais moi, j'avais Ouais, fait le même travail d'enquête sur la banlieue, parce que moi, j'avais habité dans une cité. Tu ouais, vois. ouais. Donc, j'avais, pareil, je m'étais rencontré les différents acteurs sociaux, les mecs de cité. Enfin, tu vois, et après, je l'ai mis en fiction, tu vois. Après, évidemment, un mec qui s'appelle Farid qui fait des films sur la banlieue, ça colle, tu vois, Ouais. pour les institutions. Mais un mec qui s'appelle Farid qui veut faire un film sur les ovnis, tu vois, ou sur la prostitution en Pigalle, tu vois, ça colle plus. Tu vois, les Donc, Farid, c'est bien pour la banlieue, mais pas pour les films de science-fiction Et là, pour ton film Sabat, t'étais passé par une association, c'est ça? Bah moi j'avais une assoce, ouais, puis je bossais sur des thématiques qui étaient liées à la banlieue, à la diversité, tout ça, tout ce que les institutions aimaient bien à l'époque, le vivre ensemble et tout ça. Mais c'était aussi une opportunité, comment dire, Ouais, mais pour faire des films, tu vois. est-ce que Sabat, mine de rien, est-ce que Sabat, mine de rien, bon, le fait que tu t'appelles Farid et tout ça, ils t'ont facilité un peu, genre vas-y, va faire des trucs sur la banlieue, mais est-ce que tu les as pas pris à contre-pied avec ce switch là à la fin, qui est que les médias en fait, c'est ce que tu leur dis, les médias sont en train de vous mentir, regardez comment il est facile de vous manipuler. Bah oui, c'est ça. Moi comment dire, j'ai mis en scène la représentation des banlieues par les médias. Mais c'est pas comme ça que je l'ai vendu. Tu vois, c'est l'intrigue, c'est bah toi tu interpréterais le frère de Sabah, Ouais, tu vois, c'était ouais, je c'est sais. un de tes premiers rôles, hein, peut-être, je pense. Tu commençais dans la cascade à ce moment-là. Ouais, bah c'est un de mes premiers rôles que j'ai pris au sérieux, ouais. Et ben moi, comment je l'ai vendu, bah, c'est une fille qui s'appelle Sabah qui se fait buter par une voiture et il y a une émeute et ça empêche les véhicules de secours de la sauver. Et son frère est impliqué. Donc c'est le truc un peu culpabilisant pour le Ouais, frère quand même. Mais bon, après, ouais. j'ai vendu ça comme sujet. Mais c'est pas ça que ça dit le film, tu vois. Oui, J'ai un oui. peu pris à revers Et cette scène d'émeute là, qui est ultra réaliste en fait. Parce que je te dis, moi je l'avais vécu de l'intérieur, tu vois. Mais après, une fois que j'ai eu la projection, je me suis dit, waouh, putain, le mec. Ouais, parce que t'avais pris des plans ici, par là, tu vois. Et il y avait des plans que t'avais pris où j'étais pas là. Hmm.
En fait, moi, comme j'avais décidé de tourner de nuit les meutes pour pouvoir être raccord après, parce que j'ai pas de problème de lumière. Donc dès Ouais. que je voyais une camionnette de pompiers en bas de chez moi, je prenais ma caméra et tout ça, ça a servi au montage. Donc en fait, tu as Ouais. l'impression que c'est dans une cité, alors que c'est pas dans une cité, c'est sur le centre d'entraînement des sapeurs-pompiers. Ouais, Il y a ouais. juste une barre d'immeuble comme ça qui leur sert d'entraînement, C'est mais dingue. dans la nuit, avec le montage, tu as l'impression que c'est dans une cité, quoi. Mais tu t'es inspiré d'où cette scène-là? Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose? Comment t'as fait pour ramener ce réalisme-là dans la scène, tu C'est un des films dont je t'ai parlé. En fait, c'est quand j'ai vu Bloody Sunday de c'est Paul Greengrass, celui qui a fait après tous vois? Ouais, les films d'action. Voilà, quand j'ai vu la reconstitution qu'il avait fait du Bloody Sunday, où l'armée britannique intervient en tant que, comment dire, pour du maintien de l'ordre, il se met à tirer dans la foule, et le sentiment de réalité, de reconstitution, t'as l'impression que tu vois un documentaire. Et je me suis dit, bon, bah, je voudrais atteindre ce niveau de réalisme-là pour un petit film qui est tourné en caméra vidéo, mais que tu aies ce sentiment-là, où tu dis le cinéma te fout la chair de poule parce que tu dis, mais attends, mais c'est vrai ou pas? Parce que Bloody Sunday, c'est un film de cinéma. Et non, quand tu vois la scène tu dis, mais c'est incroyable cette qualité de mise en scène, de reconstitution. Et ben, je dis, moi, je veux faire la même chose avec l'art du montage et ma caméra vidéo et juste les acteurs. En fait, tout à fait, il y avait juste du caméscope, tu vois, et pas Ah non, pas non, de mais c'est prise de de la son. folie. Mais avant de faire cette scène-là, tu y croyais vraiment ou tu t'es dit je vais tester ou c'est quoi le délire? Ah non, mais je croyais que je pouvais le faire, hein. Je, Tu t'es dit c'est possible, t'étais à À fond. partir du moment où j'ai eu un véhicule de SAMU, des vêtements de policier crédibles que j'ai été loué chez le loueur Maratier, que tu connais bien, Mhm. et puis que les sapeurs-pompiers me mettent une camionnette et leur personnel à disposition, la nuit avec un éclairage brut, voilà, à partir du moment où j'avais ça, je savais que je pouvais tourner la scène. En plus, ils ont mis à disposition tous les élèves sapeurs-pompiers pour jouer les émeutiers, parce qu'ils sont tous en jean. Bon, c'est vrai que Ouais, je me quand souviens. tu leur dis de crier sur les... Ah oui, tu avais aussi des policiers, tu vois, des policiers Non, débris. mais t'avais des vrais policiers et Oui, c'est t'avais des ça, ouais. vrais jeunes. Ouais, ouais, des jeunes acteurs, c'était que des acteurs que Ouais, j'avais ouais, choisis, c'est que... mélangés avec les élèves sapeurs-pompiers. On leur demandait D'accord. de huer les Ah ouais, policiers, ils n'y c'était... arrivaient pas trop, ils faisaient Je dis, Ouais, bah non, ouais, insultez-les les ouais, policiers, tu vois. ouais, Ils n'osaient pas dire fils de pute, tatatise. Mais bon, ouais. après, avec la bande-son derrière, j'ai rajouté du bruitage de caillassage, d'émeutes et tout ça, quoi. Mais les comédiens, en fait, est-ce qu'ils sont... ils étaient connus, tu les as pris en agence, tu les as castés comment? Eh ben, je sais plus. Je sais plus Sérieux? comment ça s'est fait. Alors, ah non, pour Saba, le personnage de Saba, j'ai un peu galéré. Et je sais plus qui m'a conseillé. Je l'ai rencontré dans un bar à Châtelet. On a fait un essai de 5 minutes. Je suis allé, c'est bon. James Casté, toi. Et comment, toi comment Je me souviens. Ben, moi non plus, je sais plus comment on a. En fait, tout le monde a été casté, hein. Ouais, Ouais. ouais, il y a eu casting, hein, pour Et Ariane, il y a aussi Ariane Coury, qui était une amie d'enfance. Moi, c'était pas un truc, il y avait la maison des intermittents du spectacle ou un truc comme Ouais, ça, je là, sais à plus. République, je crois, je sais plus. Je sais Ouais, plus par comment mail, c'est. je sais plus, par photo. C'est par connaissance, j'ai dû utiliser la même source potentielle Ouais, de rendez-vous. ouais, ouais, sûrement. Non, tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, j'ai remarqué un truc. C'est que quand tu regardes les films, tu vois, Pierre, il peut témoigner, tu vois. Tu regardes les acteurs, là, qui ont fait les cours Florent et tout ça. Et quand tu vois des jeunes de banlieue, t'as l'impression qu'ils sont plus vrais que ces gens-là qui ont pris des 10 ans de... Ah ouais, c'est vrai. C'est Tu vrai, vois, mais c'est après, assez bizarre quand même. ouais, j'ai du mal à expliquer. Alors bon, après, les gens qui sortent d'école de théâtre, ils ont aussi un maniérisme. Tu vois, il y a une manière de dire un texte de théâtre. Alors moi, c'est là où ça fonctionnait pas, les castings. Parce que, en fait, tout ce que je demandais aux acteurs, c'était de pas jouer. Ils jouent Ouais, pas. ouais, c'est ça. C'est ça, il faut pas jouer on est dans le mode réalisme documentaire. Donc, en fait, tu peux pas dire un texte comme. Moi, c'était ça qui m'avait choqué. C'était quand j'avais vu la scène d'Ariane, là. Ariane, elle doit être actrice Hmm. professionnelle, je pense. Elle, quand j'ai vu cette scène-là, là, je pense que c'est la scène qui donne le plus d'émotions, enfin qui vient résumer un peu toutes les émotions du film, quoi, tu Quand vois. ça va est morte ou Ouais, quand elle est morte et qu'elle commence à lire cette lettre, là. Ah oui, la scène. Ah oui, Hmm. oui. Ah oui, là, alors moi, tu vois, sur cette scène-là, j'ai pas trop assuré parce que c'était elle, là, vraiment, elle a capté, elle était super puissante, Ariane, là. Hmm. Et j'ai pas été tout de suite la consoler, là, tu vois, après la scène. Ah ouais, Elle parce a. qu'il faut faire des câlins aux acteurs Ah bah une fois oui. qu'ils pleurent. Ah ouais? Ah bah attends, Mais ça, c'est. ils ont tout donné et moi j'ai tardé avant de venir.
Tu vois, c'est des, Elle voulait un câlin. T'as demandé un câlin. non, mais c'est des réflexes, c'est comme Eastman, pour la scène d'émeute, en plein hiver, Tu sais, quand ils chialent. Non, mais c'est vrai, hein. ah bah Alors, oui, faut savoir un truc, il y a les de acteurs, l'émotion. quand ils font leur scène là d'émotion et tout, il faut les réconforter et tout. Ah oui, C'est de la folie ça. oui, quand même. Bah, Tu penses que quand DiCaprio il pleure, le réalisateur il le prend dans ses bras? Non, mais là, Ariane, c'était une amie de collège, Ariane. Tu vois. Ah Donc, oui, tu vois, pardon. non, puis en plus, tu vois, il y avait cette concurrence aussi entre les deux personnages. Tu vois, c'est vrai que Saba prenait beaucoup de place. Tu vois, il y a des. Tu vois, il y a des Saba et faut faire James. attention. James, ouais. Attends. Oui, il voulait Laisse-moi pas, parler, laisse-moi il voulait parler. pas te laisser parler. Laisse-moi parler. Attends. Il avait envie de parler à ce personnage. Ah ouais, laisse tomber. Non, mais c'était cool, c'était cool. Et non, c'était good. Et donc, ça, après, moi j'avais vu. Après, c'est passé sur France 2. Ouais. C'était passé sur France 2. Il y a Jamel Debbouze qui a fait, je crois, un commentaire dessus. Ouais, il a fait 7-8 minutes d'interview. Mais sur le film. comment c'est arrivé là en fait? Ben en fait, c'est que le jour où j'ai fini le montage, le lendemain, il y a un festival qui voulait le diffuser. Ouais, Et dans la salle, il y avait la femme d'un producteur, qui était le producteur de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. ouais. Donc il m'a appelé, oui, ma femme, elle a vu ça hier à Viry-Châtillon. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un. Après, il se le regardait avec Jaoui, Bacry. Il l'a envoyé à Jamel Debbouze. Il dit, nous, on a rendez-vous avec France Télévisions pour un de nos films demain. On emporte le. Ça vous dérange si on leur montre le film? Je dis, bah, non, ça ne me dérange pas. France Télévisions a appelé le lendemain. J'ai eu rendez-vous avec France Télévisions donc 3 jours plus tard. Il me dit, oh, on vous l'achète. Et donc on a signé voilà, pour 3 diffusions sur France Télévisions. Et donc c'est la bande à Bakri, Jaoui, qui était en train de travailler avec Jamel Debbouze sur un film à eux. Quoi. Et quand ils auraient le film ensemble, ils disent, oh, nous on ne sait pas faire ça au niveau réalisme. Voilà, on voudrait filer un coup de main à ce film. Quoi. Ah ouais. Mais ça a amené le film quelque part ou c'était juste genre diffusion et puis ciao, Bah, bien. ça a donné En fait, c'était pas fait pour la télévision ce film. C'était un film qui était fait avec des fonds publics pour être diffusé dans les collèges, lycées comme outil de prévention. Donc, j'ai jamais imaginé que ça irait en télévision. Après, il y a eu TPS Star, France. Et alors, ça a été un peu diffusé ou pas? Ah bah oui. Le film. Ah oui, il y a eu plein de projections en salle. Il y a dû Avec avoir- des interventions et tout ça? Oui, j'ai fait un peu le tour Ah des ouais. tournées en France avec le film pour le présenter quoi. Ah ouais, Mais c'est bon, cool. il a été au dans des centres de formation pour les pompiers aussi. Il a été utilisé, quoi. Sa première vocation, c'était comme outil de débat et de prévention. Il a été diffusé. Il y a des fois, il a été même diffusé au Maroc, dans les universités qui m'ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser. Il a eu une Ah, carrière seule, hein, le film. ah ouais, Parce que génial. j'ai fait 400 copies, en fait, gratos, que j'ai envoyé à ceux qui me demandaient, en fait. Il fait combien déjà ce film? Il fait combien? 40 minutes. 40 minutes? Ah ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, du coup, là t'es sur les ovnis. Je suis sur le service de renseignement et OVNI. Mais c'est fou. Mais à quel moment t'as eu ce truc-là, là, des ovnis là? Parce que de Euh, passer de Saba à ovni. Oui, alors entre-temps, j'ai fait un film sur la prostitution à Pigalle, tu vois. J'ai enquêté sur les derniers bars à filles de prostitution, tu vois, de Pigalle, Ouais. de l'intérieur, quoi. J'ai travaillé avec une prostituée qui m'a donné tous les détails de comment ça se passait à Pigalle, tu vois. Mais après, donc le film a été. Il y avait un producteur et tout, mais il n'a pas passé la barrière du CNC parce que leur dit non, c'est pas réaliste votre truc. Non, c'est pas réaliste, c'était écrit par une prostituée de l'intérieur. Enfin, donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le petit cercle parisien là, qui dit il y a une manière de parler de la prostitution, hein, c'est pas comme ça qu'on peut. Je suis ok, les Ouais. amis, voilà, tu ne vas pas me dire que c'est pas. Si, c'est une forme de prostitution à Paris qui existait encore. Et maintenant, il n'y a plus comment dire, ces bars à filles, tu vois, les filles elles se prostituent chez elles, donc tu sais plus trop ce qui se passe. Parce que maintenant, avec l'internet, enfin, tu vois, ces bars ont fermé, quoi. Ouais, mais après, je pense qu'il y a des sujets un peu sensibles, il y a des sujets auxquels faut pas toucher. Je parle pas du sujet de la prostitution, mais peut-être à l'intérieur de ce sujet-là, il y a peut-être des passages qu'il faut pas dire, tu vois. Oui, puis ça parlait aussi d'une relation, parce que j'avais bossé avec une personne qui avait une relation avec un acteur très connu, Ah. qui l'a un peu mis sur la voie de la prostitution, qui a des ennuis judiciaires depuis. Mais tu tu penses vois. pas qu'aujourd'hui, là, ça serait d'actualité, justement? Ah, là, ils aimeraient trop savoir qui était l'acteur. Ah ouais. Ah oui, des journalistes qui m'ont appelé, là, pour des journalistes de nouvelles.